Choisir son châssis, c'est peut-être le choix le plus important, c'est la fondation de votre simulateur. Et puis on va pas se mentir, c'est surtout un choix qu'il est compliqué de changer à terme. En plus du poids, de l'ergonomie et de la place, mal choisir son châssis, c'est aussi finir avec le dos de papy et mamie au bout d'une séance d'endurance. Dans ce guide, je vais donc vous apprendre tous les points à connaître pour choisir votre cockpit et pouvoir rouler 10 heures d'affilée sans aller chez le kiné. Disclaimer avant de démarrer, on ne parlera pas des châssis dynamiques, mais si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Avant d'entamer sur les châssis ou cockpits de Sim Racing, je vous fais une parenthèse sur les wheel stands. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé et demander mon avis dans les commentaires. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai un avis qui est un peu tranché sur le sujet. Leur principal argument, c'est le gain de place. Sauf qu'on va pas se mentir, le ranger, le déplier, le remettre, dans 90% des cas, vous allez avoir la flemme, on l'a tous eu, je l'ai moi-même eu. Et en plus de ça, ils sont une solution qui, par rapport au marché actuel, convient pas forcément à tous les volants. Dès que vous allez mettre un load cell ou que vous allez vouloir mettre un direct drive à plus de 5 Nm, honnêtement, c'est pas ce que je recommande. Les deux seules marques pour moi qui sont intéressantes parce que vous pouvez intégrer les roulettes de votre chaise de bureau, et là, ça peut être sympa en termes de rigidité, ou les faire évoluer sur un système hybride sur lequel vous repluguez un cockpit, c'est GT Omega ou Next Level Racing. Je vous mettrai les liens dans la description. Ils sont d'ailleurs suffisamment solides et robustes pour accueillir un petit load cell et un direct drive jusqu'à grand maximum 8 Nm. Enfin, pour conclure cette parenthèse, les cockpits chaises de camping type le GT Lite de chez Next Level ou les chaises de camping façon Playseat, je les recommande pas. Au bout d'un moment de vous asseoir, de vous remettre dedans, ça va finir par prendre du jeu. Vous allez dépenser de l'argent pour pas grand chose. Il y a des meilleures solutions dont on va parler sur les cockpits à petit prix. Quand on parle de châssis et de cockpit, le premier point que vous allez regarder, c'est la structure et les différents types de structures qui peuvent exister sur le marché. Il y en a deux principales. La première est la structure tubulaire. Elle est un petit peu plus design, elle est moins pratique en termes d'ergonomie par rapport au profilé aluminium, qui sont ces fameuses barres avec ces rails en métal que vous pouvez ajuster absolument comme vous le souhaitez. Le tubulaire est sur l'entrée de gamme, notamment beaucoup utilisé, et un peu moins cher que son équivalent en profilé. Sur les entrées de gamme, encore une fois, c'est pas toujours une réalité. Si vous montez en gamme, des châssis tubulaires existent en plus haut de gamme. C'est pas forcément ceux que je recommande personnellement, parce que pour le coup, ça les rend plus chers, mais sans les avantages de l'ergonomie et de la facilité de réglage d'un profilé aluminium. L'avantage du profilé aluminium, lui, c'est que pour le coup, comme je vous le disais, en termes d'ergonomie, de personnalisation et d'évolutivité, vous pouvez absolument tout monter dessus. Vous pouvez le monter d'ailleurs vous-même. Autre point qui peuvent exister, vous avez même, et là c'est sur du plus haut de gamme ou des châssis plus spécifiques, vous pouvez trouver des châssis en bois, vous pouvez même trouver du PVC, vraiment utiliser des tubes et des coudes pour vous monter un châssis en do it yourself, ça fonctionne très bien, ou même carrément, si on va dans le luxe, de la fibre de carbone. On va se concentrer sur le principal que sont les châssis en alu et en tubulaire. Dans cette vidéo, je vous présente vraiment tout ce qu'il faut connaître sur chacun de ces châssis, les avantages, les inconvénients et tous les points à surveiller pour bien choisir votre cockpit. Je ne recommanderai pas spécifiquement des produits, ça sera dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Commençons donc par la base des bases. Quand vous achetez un châssis et un cockpit, c'est pour vous asseoir confortablement. On va donc démarrer par la première zone, la zone d'assises. Et pour la zone d'assises, je ne vais pas commencer par le siège, dont je vais y dédier une partie, mais vraiment les éléments à comprendre qui composent le châssis et la construction de l'assise et qui vous permettent de distinguer une entrée de gamme avec du haut de gamme. Dans la structure de la zone d'assises, vous avez donc la structure de base, là où est posé réellement votre siège, là où elle est fixée. Plus elle est compacte et rigide, mieux c'est pour éviter le moindre mouvement de flexion. On en reparlera notamment sur la partie de la zone du pédalier. La flexion, c'est souvent des déperditions en termes de précision, et puis surtout mobiliser votre corps sur des zones qui sont pas forcément très confortables, ni même très bonnes si vous avez des sessions longues, que ce soit pour votre dos, pour vos hanches, bref. Sur une structure en profilé aluminium, ça se traduit comment? En général, c'est un espèce de carré que vous avez à la base
base du châssis, où vous allez mettre le siège et qui assure la rigidité du tout. Tout l'intérêt de cette structure-là, ce qu'il faut vérifier, c'est, donc je vous le disais tout à l'heure, la compacité, et puis vous allez vérifier les possibilités de réglage sur votre cockpit. Vous avez, selon les montages du siège, des montages de siège par le dessous ou par le côté avec des sliders, et les rigidités ne sont pas les mêmes, forcément. Au plus vous fixez votre siège sur une partie rigide, au moins vous aurez de flexion. Là aussi, vous aurez du coup moins de mobilité et moins de possibilités de réglage, mais ça a son intérêt. Enfin, sur une structure, si vous prenez un profilé en 120, en 160, différentes hauteurs, eh bien, ça va aussi avoir une conséquence sur la hauteur de vos fesses par rapport à la hauteur de vos pieds. Donc, selon si vous choisissez un cockpit typé F1 ou un cockpit typé plutôt GT, pensez à regarder ça, notamment le nombre d'options que vous avez pour monter ou descendre votre siège sur les pinces que vous avez sur le côté, parce que selon le débattement que vous allez avoir et selon la taille que vous faites, c'est ce qui va faire la différence entre être bien installé ou être installé moyennement, voire pas bien du tout. Le seat slider, justement, donc cette glissière de siège, il faut qu'on en parle parce que si vous suivez le sim racing depuis longtemps, de base, ils étaient proposés dans les châssis et ils commencent à arriver de plus en plus en option. Alors on peut se dire comme ça que oui, mettre une option, ça permet de gonfler artificiellement le prix. Il y a sûrement une réalité business là-dessus, mais l'autre réalité qui est moins évidente et qui est pourtant bien réelle, c'est que pour le coup le seat slider, ça vous crée de la flexion et un élément de non-rigidité sur le châssis. Oui, de manière égoïste, le seat slider, en réalité, si vous avez votre position et que votre cockpit, vous êtes le seul à l'utiliser, vous n'avez pas grand intérêt finalement à avoir un seat slider. C'est une pièce qui, à force de tirer, rentrer, ressortir le rail, qui peut parfois casser ou se désaxer, et c'est pas ce qu'on recherche forcément. Donc pour le coup, de manière assez égoïste, ils sont proposés en option. Pourquoi ? Pour monter directement le siège sur la structure en alu compacte dont je vous parlais tout à l'heure, et ça vous évitera pas mal de flex là-dessus, notamment si vous avez des systèmes dynamiques. Parce que oui, de pouvoir monter le siège sur une partie plus compacte et directement rigide, lorsque vous avez des mouvements de tangage de droite-gauche ou d'avant en arrière, surtout sur les mouvements de tangage de droite et de gauche, au final vous avez toute l'inertie, y compris sur le haut du siège et sur le point haut par rapport au centre de gravité de votre châssis, qui va créer ces ondulations là, ces ondulations qui se répètent pour le coup sur les pinces que vous pouvez avoir sur le côté, et donc ça peut vous créer des mouvements de flexion. Pour éviter ce mouvement de flexion, et c'est un autre critère que vous pouvez regarder sur les châssis, on l'avait illustré d'ailleurs avec le R8 Fury quand on l'avait essayé à l'époque, c'est le cas par exemple sur le châssis P1 de chez Airseat également, vous pouvez avoir une pièce en dessous du siège qui relie justement les deux pièces sur le côté sur lesquelles vous allez monter votre siège. Ça vous permet d'éviter la flexion lorsque vous allez vous asseoir par l'intérieur, ou alors si vous avez un système motion, justement ces flexions par le côté. C'est souvent plus présent sur des châssis qui sont un petit peu plus premium, ou alors vous avez parfois comme chez Playseat des solutions propriétaires, où là ce sont des rails qui sont carrément incrustés dans la structure tout du long du châssis, et là vous limitez les mouvements de flexion, en plus d'avoir une facilité de réglage par la profondeur, mais pas la hauteur là-dessus. C'est un élément à surveiller en fonction de ce que vous souhaitez avoir comme châssis et installation. Je vous ai donc parlé de la zone d'assise et des différentes options et de ce que vous pouvez checker. Maintenant, dans la zone d'assise, faut qu'on parle du siège. Ça paraît être un choix anodin, mais un bon siège, c'est vraiment une très grosse différence sur plusieurs points, que ça soit pour la santé de votre dos, pour vos hanches et pour la rigidité structurelle de votre châssis. Déjà, il y a forcément les coussins et le support du dos que vous allez avoir à l'intérieur du siège. Je vous mettrai des recommandations, vous pouvez aller sur la boutique Amazon de la chaîne. Il y a des recommandations pour acheter souvent des coussins qui vont venir en complément et se mettre en bas de votre dos pour protéger vos lombaires lors de sessions de freinage ou pour bien vous caler dans le siège. C'est vraiment important de prendre le temps de bien se caler pour éviter le moindre inconfort, surtout au niveau du dos sur des sessions longues, encore une fois. Maintenant, au-delà du bon support et des mousses, ce à quoi on ne pense pas souvent et qui est une vraie différence entre un bon siège et un mauvais siège, c'est la rigidité structurelle de celui-ci. Quand on parle de rigidité structurelle, c'est notamment au niveau du dos. Très clairement, lorsque vous appuyez sur le frein et que vous avez un pédalier et que vous êtes un bon freineur, vous pouvez avoir une zone de flexion
qui se crée à l'arrière du siège du fait de vous qui appuyez en fait votre jambe puis votre dos à l'arrière du siège. Et ce qui se passe, c'est que si vous avez de la flexion à cet endroit-là, c'est un point de faiblesse parce que d'une part, vous allez encore un peu plus tasser votre dos, ça va être moins efficace au niveau du freinage et ça va être en plus inefficace au niveau de votre hanche parce qu'en réalité, eh bien, cette amplitude de mouvement supplémentaire liée à la non-rigidité arrière du siège, et ben là pour le coup, ça peut créer des désagréments, que ce soit au niveau de la hanche, dans vos jambes ou encore une fois, cette fois-ci, plutôt au milieu de votre dos. Au-delà de la rigidité structurelle, selon vos disciplines, pensez à checker les dégagements sur le côté de votre siège. Tous les sièges ne sont pas égaux. Parfois, il y a une remontée sur le côté et ce qui va vous arriver lorsque vous êtes en train de faire du drift ou du rallye avec un braquage, un contre-braquage, vous allez taper à l'intérieur du siège. Il vaut mieux privilégier des sièges avec un peu d'ouverture. Certes, ça fait peut-être un peu moins baquet de course réaliste, mais un baquet de course dans la voiture, il est là surtout pour assurer la sécurité et la bonne tenue du pilote. En sim racing, vous avez moins de mouvement et moins de force G, donc c'est pas forcément utile. Ça fait peut-être plus cool et plus racer, mais dans la réalité et la praticité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si on reprend sur les matières utilisées sur le siège, pensez à checker la matière des tissus. Si vous avez un siège en alcantara ou en cuir ou avec un tissu respirant, justement en fonction de la durée d'utilisation que vous en avez, si vous faites des sessions longues, un siège en alcantara dans lequel vous transpirez, ça peut être un peu long et en termes d'odeur, ça peut ne pas être super agréable non plus. En cuir, c'est pareil, pour le coup, ça va demander un petit peu plus d'entretien, là où parfois certains bons tissus peuvent vous aider à avoir un siège qui respire. Vous avez même des sièges, on pense chez Eau Rouge et c'est également Next Level Racing qui en a un, qui ont des petits ventilateurs intégrés pour vous refroidir le dos et les fesses. Ça peut être intéressant là-dessus aussi. Encore une fois, tout dépend du niveau de confort et du budget que vous allez avoir lorsque vous choisissez votre châssis. Si on continue sur les détails qui composent le siège et dont on parle pas souvent, ça va être les œillères à l'arrière du siège. Donc les œillères, c'est ces deux espèces de trous que vous avez à l'arrière de certains sièges si vous voulez par exemple y mettre un système de ceinture. Un système de ceinture avec un tensionneur ou juste pour la frime et pour le style, hein, pour le coup, ça vous appartient. Mais en fonction des œillères, si celles-ci ne sont pas droites, notamment si derrière vous cherchez à faire évoluer votre châssis en dynamique ou alors que vous cherchez à tout simplement y mettre un tensionneur de ceinture, si vous n'êtes pas parfaitement droit au niveau des œillères, ça va moins bien fonctionner. Vous allez vous taper des frottements pas égaux au niveau des ceintures et ça va très clairement pas être agréable à la longue. Donc pensez aussi à regarder ce détail si vous pensez à avoir cette évolution dans le temps. Enfin, dernier détail à regarder sur le siège, notamment en question de personnalisation et de matière, c'est la qualité de la peinture. Est-ce que vous pouvez personnaliser votre siège ou pas? Est-ce que le siège existe chez des gars comme Lovely Stickers par exemple qui vous permettent d'acheter des stickers et de personnaliser votre siège? Ça peut être un critère également qui rentre dedans, histoire d'avoir un beau simulateur dans votre salon ou dans une pièce dédiée. Si vous cherchez à investir dans un châssis, vous cherchez à vous équiper et à aller sur l'une des meilleures simulations du marché comme Le Mans Ultimate. Et si vous voulez pas vous prendre la tête, rendez-vous sur racecenter.com. On a refait tous les setups pour tous les circuits sur les véhicules GT3. Peu importe votre voiture préférée, que vous préfériez la BM ou la Corvette, vous n'avez pas besoin de choisir. Tout est dispo sur le site. Le lien est dans la description. On passe à la deuxième zone et non pas moins importante que celle de l'assise, la zone centrale. C'est une zone clé parce que c'est là où vous allez mettre votre volant et toutes les différentes options qui peuvent aussi parfois le composer si vous avez tout intégré à l'intérieur du châssis. Si l'on détaille vraiment la partie appelée souvent sur les sites du wheel deck, donc là où vous pouvez monter votre volant, vous avez plusieurs types de montage. Le bottom mount, donc un montage par le dessous, le side mount par le côté ou le front mount par l'avant. Tout ça va dépendre de la compatibilité de votre matériel, donc pensez à regarder les Anthrax, c'est souvent pour les grands constructeurs type Fanatec, Azetec, Mozart Racing et j'en passe, indiquez directement sur le site des constructeurs et vous allez trouver parfois lors de votre achat justement les cotes disponibles sur les châssis. Vous pouvez les regarder avec les cotes disponibles aussi en général sur votre volant et voir si le tout est compatible parce que pour le coup repercer ou avoir à ajuster un montage de volant, c'est assez pénible et assez dommage en fonction du budget que vous allez mettre dans votre châssis. Le point à regarder important, tout comme pour l'assise, c'est la compacité du montage autour de cette pièce-là. Est-ce que c'est mieux d'avoir un front mount, un bottom mount ou un side mount? Pour le coup, ça dépend de ça. Moi, j'ai tendance quand même à vous recommander soit le side mount, soit le bottom mount.
Pourquoi pas le front mount? Parce que vous allez créer plus de déperdition et c'est une pièce qui est moins épaisse, plus fragile. Là où d'avoir un montage sur le côté, eh bien vous bénéficiez de la rigidité de l'ensemble de la structure du châssis. Sur le front mount, c'est pas toujours le cas parce que vous n'êtes pas forcément bloqué sur le côté. Et en bottom mount, bah, même histoire, vous bénéficiez de la rigidité structurelle de l'ensemble de la pièce. Après, il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, bien checker votre compatibilité. Certains, eh bien, ne proposent pas l'un ou l'autre, ça dépend là des marques que vous choisissez. Selon la gamme d'ailleurs de votre châssis, le plus courant au départ, si vous avez un petit châssis, c'est d'avoir un bottom mount. C'est le cas de quasiment 90% des châssis d'entrée de gamme, voire même jusqu'au milieu de gamme, et même sur certains châssis qu'on pourrait qualifier de haut de gamme. L'important à regarder là-dessus, c'est l'épaisseur par contre de la plaque sur laquelle vous allez monter votre volant. L'épaisseur de la plaque, elle peut avoir une importance, notamment par rapport au mouvement de flexion, parce que c'est vrai que lorsque votre force feedback va agir, vous allez avoir des mouvements de droite et de gauche, et selon votre position d'assise, parfois vous allez avoir tendance à légèrement tirer sur le volant lorsque vous allez avoir les mains crispées lors d'une correction d'un virage, si vous faites du rallye par exemple, et pour le coup, à force de tirer, parfois ces plaques peuvent amener à avoir un petit peu de jeu, donc pensez à vérifier la rigidité structurelle sur ce point-là. Deuxième point sur la rigidité structurelle de cette plaque et sur l'ensemble de cette partie centrale, c'est regarder également la portance sur certains châssis que vous allez avoir pour les rendre parfois un petit peu plus design, notamment sur du tubulaire, un espèce de rebiquement pour vous intégrer à l'intérieur et avoir une forme plus arrondie. Sauf que la structure au sommet, eh bien si vous tirez légèrement sur le volant, vous allez vous créer eh bien ce mouvement de portance et donc mécaniquement eh bien avoir ce petit problème de flexion de haut en bas. C'est ce pourquoi par exemple sur un R8 Fury vous avez un double arceau et une plaque montée en double sur les doubles arceaux pour vous éviter finalement cette portance malgré le choix structurel du châssis. C'est le cas chez d'autres châssis. Un P1 encore une fois va pas bouger d'un poil au vu de l'épaisseur des tubes, mais si on prend eh bien d'autres châssis de plus petite gamme, si vous avez un montage comme celui-ci, eh bien parfois ça peut être sujet à flexion encore une fois. C'est à proportionner aussi en fonction du volant que vous allez avoir. Évidemment, si vous montez un Azetec Invicta qui vous renvoie 25 Nm de patate versus un CSL DD d'entrée en 5 Nm, forcément oui, le DD 5 Nm va très bien fonctionner sur un châssis de base, là où un Invicta ça va même pas être la peine, où vous allez avoir de la flexion, voire faire bouger le châssis dans tous les sens. C'est une histoire de balance entre le couple que vous allez mettre dans votre volant et le budget global que vous allez avoir pour votre cockpit et votre simulateur. Pour continuer sur la pièce centrale maintenant, autre élément à surveiller, c'est la position de cette pièce centrale par rapport à la longueur globale du châssis. Je parle là aussi toujours de ces montages par rapport à ce qui peut être fait au tubulaire. J'ai eu moi-même l'expérience avec les premières générations de TR8 de chez Track Racer. Je suis assez grand, je fais plus d'1m85, donc il faut quand même se loger dans un châssis. Et ce qui peut arriver, c'est que cette structure-là, elle soit finalement centrale assez éloignée au niveau du volant et que vous n'ayez pas de possibilité de la régler en profondeur. Pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est que si vous avez les bras tendus, c'est pas une bonne chose. Normalement, lorsque vous êtes bien assis et bien positionné dans un châssis pour être relax, que ce soit au niveau des bras et même au niveau des épaules, il faut que votre bras forme un angle à 90 degrés quand on vous voit de profil. C'est ce qui vous permet d'avoir la meilleure liberté de mouvement sans vous casser ni les poignets, ni les coudes ou avoir à taper à l'intérieur du cockpit comme je vous le disais tout à l'heure. Sauf que si la structure centrale est un peu trop éloignée, pour avoir cet angle-là, vous allez chercher à vous rapprocher et là le deuxième problème et deuxième effet qui se coule, c'est que cette fois-ci, c'est vos pieds qui vont être trop relevés vers vous et là ça peut vous créer des douleurs articulaires ou à l'avant des tibias. C'est ce qui m'était d'ailleurs arrivé à l'époque et je vous renvoie vers une fiche vidéo où pour éviter les blessures en sim racing, je vous ai fait une vidéo il y a 2 ou 3 ans qui est toujours valable aujourd'hui sur ce dont je vous parle. Bref, avoir une possibilité de mouvement par rapport à cette partie centrale, eh bien ça va aussi avec le fait de vous recommander un châssis alu ou hybride dans sa structuration parce que pour le coup vous êtes beaucoup plus limité sur des châssis tubulaires par rapport à ça et selon la taille que vous faites, eh bien ça vous correspondra pas forcément. Le dernier point de cette partie centrale qui est lié plus aux options associées à votre châssis et c'est de plus en plus présent, vous allez pouvoir y intégrer le montage par exemple de votre support écran, que ce soit un support écran simple intégré ou même triple ou quadruple screen, un support de clavier, un support de souris, vous allez pouvoir sur le côté derrière y intégrer un support de vitesse avec le bas de la structure plus cette structure centrale. Donc pensez à regarder les options disponibles, la facilité de ces options et le réglage que vous pouvez avoir. Cette partie d'options là d'ailleurs elle marche aujourd'hui
que ce soit aussi bien sur un profilé que sur un tubulaire, où vous allez avoir différentes options. Comme toujours, vous allez avoir plus de facilité et de détails de réglage sur un profilé par rapport à un tubulaire, même si ça s'est grandement amélioré sur des châssis récents. Et vous allez avoir des petits accessoires qui peuvent vous aider justement à régler votre point de vue par rapport aux écrans et l'abaissement des écrans, ou même à régler cette problématique de longueur d'éléments central si vous avez un châssis tubulaire. En parlant des options au-delà de votre châssis, j'ai une petite pièce entre les mains, ça s'appelle un spacer de la marque G-Tail qui m'a gentiment envoyé son G1 et son G0. On va les tester prochainement en vidéo. Ça vous permet justement de rallonger la colonne de direction, ce qui peut avoir l'intérêt d'abaisser pour le coup le centre de gravité de vos écrans et d'avoir un meilleur point de vue en rallongeant cette colonne de direction. Si vous n'avez pas envie de changer de châssis et que votre châssis justement est un peu éloigné par rapport à vous sur la partie centrale, pour le coup ça vous permet de le rapprocher. Je vous mets un lien dans la description et sur Instagram je vous parlerai de mon ressenti sur leurs produits. On les a essayés à la Sim Racing Expo. Ils ont très gentiment proposé pour la communauté avec le code Lift & Coast de vous faire 5%. Donc je vous mets le lien dans la description. Si vous êtes intéressé par ce genre de technologie, n'hésitez pas à checker également Instagram où je vous en parlerai et puis vous le verrez directement en stream sur le châssis qui est derrière. Dernier détail sur cette zone centrale, vous pouvez avoir sur des châssis plus haut de gamme un repose-pied qui va vous permettre de fermer votre châssis et votre cockpit par le bas et d'éviter d'avoir un espèce de creux au sol. C'est pratique notamment si vous avez un châssis GT, que vous êtes positionné assez haut par rapport au sol et d'avoir les jambes pendantes ou qui ont besoin d'aller s'allonger pour se reposer sur le repose-talon prévu à cet effet dans la zone de pédalier. Sur cette partie centrale et en parlant des accessoires, sur la zone des écrans, il y a quelques détails sur lesquels je souhaiterais revenir. Il peut être donc, comme je vous le disais, soit directement intégré, soit il peut être même déporté. C'est le cas par exemple sur le châssis que j'ai derrière moi qui est un châssis tubulaire et qui a son support écran qui est déporté, qui sont des profilés alu qui me permettent de régler parfaitement les écrans. Ah tiens, point de contrôle, si vous êtes toujours là dans la vidéo, commentez avec le mot niveau. Pourquoi le mot niveau à ce moment-là dans la vidéo? Parce que la pire erreur et la première erreur qu'on fait lorsque l'on monte un châssis, notamment en profilé aluminium, c'est de ne pas être parfaitement à plat et à niveau. Que vous ayez le montage d'un simple, d'un triple ou d'un quadruple écran, quand vous montez un châssis en étant toujours bien à plat, notamment lorsque vous allez monter un châssis en profilé aluminium. C'est très important parce que si à la base des bases, vous n'êtes pas exactement au niveau, vous allez créer des distorsions qui au fur et à mesure que vous allez monter en éléments et composer votre châssis, vous n'allez plus rien avoir de droit. Vous avez deux tables, deux tréteaux qui sont parfaitement droits et vous êtes à niveau, vous posez les bases de votre châssis dessus et une fois que vous avez composé ces bases-là, alors vous pouvez monter tout le reste de la structure en étant tranquille. Pensez là aussi à le faire pour votre support écran, d'avoir bien tous ces éléments d'abord à plat pour ensuite éviter les distorsions et donc les écrans qui soient tordus d'un angle, ou alors lorsque vous allez monter un triple screen, vous évitez de ne pas pouvoir les coller ou les joindre parfaitement. C'est pas forcément lié directement à votre support, ça peut très bien être lié à la base des bases du montage de votre châssis. Sur le support écran, très important là aussi, si vous avez un montage en triple screen, vérifiez les différentes options et la possibilité justement d'alignement de vos écrans. Est-ce qu'il y a suffisamment de débattement sur les côtés pour resserrer cet angle ou l'écarter selon si vous avez des écrans plats ou des écrans incurvés? C'est pas forcément les mêmes problématiques. Au plus vous avez d'options évidemment, au mieux c'est. Aujourd'hui, majorité des structures de châssis, que ce soit en intégré ou en déporté, en intègre de plus en plus. Et puis enfin, lorsque vous avez une structure intégrée, il faut encore une fois compacité et rigidité. Je pense que c'est les deux mots que j'aurais le plus répété autour de cette vidéo. Mais c'est important parce que vu que vous êtes sur la structure de votre volant qui va avoir le force feedback, si cette structure n'est pas suffisamment rigide, vous allez avoir des mouvements au niveau des écrans. C'est ce qu'on avait là aussi cherché à vérifier sur le Fury à l'époque en mettant à fond le DD2 sur Sebring en IndyCar pour voir si avec des gros mouvements de boss, de rattrapage, de coups de raquette sur un plus de 20 Nm, les écrans se mettaient pas à bouger dans tous les sens et que vous allez avoir de la distorsion cette fois-ci au niveau du regard. C'était pas le cas, mais il y a des châssis sur lesquels ça peut arriver. Et pour résoudre ça et être sûr de toute façon pas avoir de problème, c'est vrai que si vous avez la place, avoir quelque chose en déporté, c'est vrai que c'est plus simple parce que votre volant et le force feedback que vous avez, tout ça ne se déporte pas à l'intérieur de la structure liée à vos écrans. Sur cette zone centrale, au-delà des écrans, vous allez aussi pouvoir y mettre parfois un support console ou un support PC pour le rehausser. Ça facilite la ventilation de celui-ci, c'est un peu plus compact, un peu plus design, ça vous évite d'avoir votre unité de PC qui soit à côté ou le long du
châssis, donc ça vous permet aussi d'avoir un certain gain de place et de design. Mais là aussi pareil, sur la rigidité structurelle, ça peut créer de la portance vers l'avant ou vers l'arrière, et ça amène du poids au final sur cette partie centrale. Si vous avez une partie intégrée, donc pensez à pas avoir quelque chose de trop lourd, en tout cas à vous assurer de la rigidité structurelle. C'est encore une fois l'intérêt du profilé alu par rapport au tubulaire, d'avoir cette solidité, et l'intérêt de l'avoir parfois en déporté sur des châssis plus haut de gamme. Si vous êtes sur un plus petit châssis, c'est pas une question par rapport à l'accessoirisation, puisque de toute façon elle sera pas forcément disponible et vous allez avoir votre unité centrale ou votre console qui sera au sol ou sur un autre meuble déporté, bref en dehors de votre châssis. On passe désormais à la troisième partie, et pas des moindres, parce que finalement après le choix de votre châssis, c'est le deuxième choix le plus important en termes de performance et de ressenti, c'est celui de votre pédalier. Donc on va attaquer la partie basse et la zone critique du pédalier. Comme le siège et la partie centrale, tout est question de 1. Rigidité et 2. Compacité. Oui, vous avez encore une fois suivi au fond de la salle, merci. Et comme la zone assise, le but ça va être d'éviter les déperditions dans le mouvement. Et l'ennemi numéro 1 de la zone du pédalier, c'est la flexion. C'est ce qu'on cherche à absolument éviter, et elle peut venir de plusieurs éléments de faiblesse autour de votre châssis. Numéro 1, la plaque. Si elle est trop peu épaisse ou trop peu rigide, elle peut créer de la flexion, c'est-à-dire s'affaisser littéralement lorsque vous allez être sur une zone de freinage. Je parle de, ici, s'affaisser sur elle-même. L'autre mouvement de la plaque qui peut créer des déperditions, évidemment, si vous freinez, ça va plutôt être une flexion vers l'avant. Et là, je rebondis par rapport à ce que je disais en tout début de vidéo sur la problématique autour des wheel stands. C'est qu'effectivement, un wheel stand, vous pouvez pas parfois poser le pédalier au centre, vous allez avoir une plaque fine et qui va être déportée vers vous. Et dès que vous allez appuyer sur un load cell un peu plus rigide et qui vous demande un peu plus de force, vous allez avoir cette flexion. Aujourd'hui, sur des châssis, il y en a de moins en moins qui ont cette plaque sans élément de rigidité supplémentaire. Je pense par exemple au GTR S8 de chez Hoplite, ça peut être le cas chez Playseat également, avec le dernier Playseat Instinct. Vous avez souvent des barrettes qui vont vous permettre de visser sur le côté et vous éviter ce mouvement de flexion par l'avant pour retenir le pédalier et la plaque lorsque vous allez mettre une forte puissance de freinage, que vous ayez un load cell notamment jusqu'au moyenne gamme, sans avoir non plus un pédalier hydraulique où là il va falloir des châssis de plus grosse rigidité, mais les constructeurs le prennent en compte et vous avez de moins en moins ce problème lié à la plaque. L'épaisseur reste un élément quand même important. Deuxième point à regarder sur cette zone du pédalier, c'est la facilité de montage, parce que oui, on parlait de compatibilité tout à l'heure sur la zone centrale par rapport à notamment le volant. Sur le pédalier, c'est la même histoire et vous avez plusieurs écoles. Vous avez l'école numéro 1 qui était la plus classique de la plaque qui est directement pré-percée. Donc là, c'est une plaque qui peut faire un peu gruyère parce que pour être compatible avec tout ce qui existe sur le marché, ça peut être compliqué. Et souvent, lorsque vous allez chercher des équipements parfois un peu atypiques ou monter en gamme, il va falloir pré-percer sur la plaque. L'autre montage qui revient à la mode, parce que c'était le montage originel d'ailleurs des pédaliers il y a plus de 10 ans, c'est de monter directement sur des barres en structure aluminium et que la plaque soit finalement fournie par le constructeur de pédalier. Moi, c'est la structure que j'ai plutôt tendance à recommander. Pourquoi ? Parce que finalement, avec les Anthrax directement, vous avez des trous sur les côtés de votre pédalier, hop, vous ajustez vos barres alu en profondeur à l'avant et à l'arrière de votre pédalier, vous vissez ça directement sur le châssis, plus aucune chance que ça bouge, et vous ajustez tout simplement vos barres de châssis horizontales par rapport aux verticales, et vous pouvez régler très facilement la profondeur. En plus d'être plus pratique à la longue, c'est surtout plus rigide et plus solide, donc vous avez tout à y gagner par rapport à une plaque de base. Alors, les plaques de base, là aussi, en fonction des épaisseurs, si je prends les exemples d'anciens châssis que j'avais, les TR160 de chez Track Racer, la plaque, elle est littéralement épaisse comme ça, vous allez jamais le bouger. Ça a toujours ce côté moins pratique en fonction de l'évolution de votre matériel et si vous souhaitez changer votre pédalier. Autre critère de sélection, et vous l'avez de plus en plus régulièrement sur des châssis et même maintenant sur des plaques qui sont fournies par les constructeurs, on l'a vu d'ailleurs, ça va être le cas par exemple sur les Podium Pedals de Fanatec qu'on a essayé à la Sim Racing Expo, c'est d'avoir des marquages qui vous permettent de savoir exactement où vous en êtes en profondeur et en longueur sur votre pédalier, et peut-être si vous avez un montage ou un démontage parce que vous avez un problème sur une pièce de votre châssis, d'avoir des repères plus faciles
pour monter et surtout vous assurer que tout est parfaitement droit et aligné sur les mêmes longueurs entre accélérateur et frein par exemple. Les deux derniers points sur votre zone basse de pédalier, ça va être la possibilité en option souvent de pouvoir monter un pédalier inversé et s'assurer que cette zone soit suffisamment rigide pour y monter un pédalier inversé. Ça va être nécessaire parce qu'un pédalier inversé, forcément vous allez introduire du poids et vous allez aussi introduire de la portance parce qu'il faut que cette pièce là puisse ne pas avoir de portance, notamment vers l'avant lorsque vous allez appuyer le frein. Il va y avoir non seulement la plaque de base sur laquelle est monté votre châssis, mais aussi la plaque qui est, elle, en hauteur. Donc pensez à regarder ça. Là aussi, ça peut vous créer des déperditions lorsque vous utilisez votre châssis. Et le deuxième point que j'évoquais, ça va être justement pour régler la position de votre pédalier, à voir s'il y a des manettes ou la qualité de la visserie. Parce que pour le coup, régler votre pédalier, le bouger en hauteur, en profondeur, en inclinaison, ça pèse son poids, hein. Une fois tout monté, ça peut ne pas être facile, vous n'avez pas forcément une liberté de mouvement qui est incroyable, surtout que selon les montages que vous avez sur votre châssis alu, pour éviter de le rayer, vous allez éviter d'y aller comme un bœuf. Si vous êtes avec un pote qui peut vous aider, c'est toujours sympa, mais pensez à regarder ça également pour éviter le fait d'avoir tout monté et de vous retrouver avec un truc qui pèse un âne mort à avoir à changer. Voilà pour les derniers points sur la partie basse. Vous connaissez maintenant toutes les grandes zones et les points d'attention avant de choisir votre cockpit et surtout pour pouvoir argumenter entre l'un et l'autre quelle est la meilleure option si vous avez plusieurs choix. Dans cette dernière partie, je vais vous donner les derniers petits tips et les derniers petits détails qui font la finition qui est un peu cool du châssis et les points d'attention. Sur les options, on en a parlé tout du long en fonction de ce que vous pouvez mettre sur votre châssis. Le point d'attention, c'est une comparaison entre constructeurs parce que les options, c'est ce qui peut faire gonfler la note. Certains ont un très bon prix d'appel sur une structure de châssis, sauf que les options vont être 20-30% plus cher que chez le concurrent. Et si vous faites évoluer votre châssis au bout d'1 ou 2 ans, vous allez retrouver finalement avec un châssis plus cher au prix final que si vous aviez investi un petit peu plus dans la structure, mais que les options étaient un petit peu moins chères. Donc faites attention aux prix d'appel qui sont parfois très attractifs. N'hésitez pas à simuler finalement, à mettre dans votre panier les différents éléments que vous souhaitez mettre et voir quel est le prix final au bout de X années. Au-delà du prix qu'induisent ces options, pensez également à checker sur un châssis la diversité des options disponibles. Tous les châssis en fonction de leur structure n'ont pas le même nombre d'options disponibles. Et pensez à être vigilant selon les constructeurs. Là, je pense typiquement à ce que fait Mozart Racing ou Track Racer, surtout puisqu'on est sur la partie châssis ici, mais qui ont tendance à faire évoluer régulièrement leur châssis. Et du coup, vous allez avoir des options qui vont devenir non disponibles, voire obsolètes sur le châssis que vous avez. Un TR8 d'il y a quelques années n'est pas du tout un TR8 d'aujourd'hui. Les options sont complètement différentes. Donc, si vous avez un TR8 de l'époque, vous n'allez pas pouvoir équiper aujourd'hui le TR8 de la même manière. Bref, encore une fois, pensez à simuler votre panier en le faisant évoluer et pas juste l'achat que vous souhaitez faire à l'instant T. Enfin, sur les options, est-ce que le châssis peut accueillir un système de motion, donc un système dynamique, des bash shakers, une facilité d'intégration par rapport à cet équipement ou pas? La versatilité n'est pas la même entre un châssis tubulaire et un châssis en profilé alu. Voilà donc, vous avez tous les éléments là-dessus qui vous permettent de faire votre jugement. Au-delà des options, et maintenant sur une partie purement esthétique, pensez au management de câbles. C'est ce qui va faire ce petit côté léché de votre châssis parce que entre les écrans, les volants, les pédaliers, tout ce que vous avez comme câblage sur le PC, ça peut vite être un très gros foutoir. Là-dessus, il y a différentes choses qu'il faut regarder. Certains châssis, qu'ils soient tubulaires ou profilés aluminium, peuvent proposer un câblage intégré directement. Sur le profilé, c'est le dernier châssis Fanatec, le Club Sport par exemple, qui le propose. Sur des châssis type Advanced Sim Racing, sur du profilé alu, vous allez avoir directement les inserts et un trou à l'intérieur de l'alu fait pour justement passer les câbles. Ça vient pas poser problème sur la rigidité de la structure en fonction de l'épaisseur des tubes sur du haut de gamme, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et au-delà sinon des pré-perçages, il faut voir si vous pouvez intégrer des passe-câbles et la facilité d'intégration de ces passe-câbles qui vont vous permettre de créer une direction et ce passage de câble qui va faire toute la finition et l'esthétique de votre châssis. Troisième point, j'en parlais dans la partie options, c'est la différence de prix entre deux châssis liée à son poids. Le poids du châssis et la dimension globale du châssis, ça va avoir son importance selon
la place tout bêtement que vous avez à la maison. Est-ce que ça peut passer dans une porte ou pas? Certains châssis ne peuvent pas passer dans une porte. Je citais le châssis Fanatec tout à l'heure. Donc il va falloir le monter directement dans la pièce dans laquelle vous voulez l'avoir. Sinon vous risquez d'avoir quelques problèmes ou d'avoir à redémonter, monter certaines pièces, qui est jamais agréable lorsqu'on ne le prévoit pas. Et puis le poids global du châssis, les frais de port ils sont calculés en fonction de la dimension et du poids. Donc eh bien entre deux châssis équivalents, les frais de port peuvent là aussi jouer dans la balance du prix final et du choix final que vous allez avoir si vous avez deux châssis équivalents. Et enfin le dernier point sur le châssis, c'est citer le marché de l'occasion qui peut être un bon plan. C'est pas le plus facile parce que transporter un châssis pour le coup, si vous n'avez pas le break ou le monospace de papa maman ou que vous pouvez pas récupérer une petite camionnette, ça peut être compliqué parce que là on est sur du pré-monté. Sur le pré-montage, il faut quand même bien vérifier le niveau, ce que je vous citais tout à l'heure. Et puis enfin, il y a le do it yourself avec du Moté10, des plans que vous pouvez directement trouver sur internet. Si vous êtes bricoleur, ça peut vous permettre de faire là aussi de grosses économies. Vous savez désormais tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter votre châssis cockpit sim racing. Vous allez peut-être vouloir un volant maintenant. Suivez le guide qui est juste là. Et puis la deuxième partie critique, on parlait tout à l'heure du pédalier. Pour apprendre à parfaitement le choisir, c'est par ici.